Hello, hello, hello à toutes et à tous, hello au monde des internautes qui nous suivez, pas seulement d'ailleurs, sur Paris Normandie, site internet de parisnormandie.fr. Et regardez, vous arrivez sur la homepage, il y a un player, vous cliquez, et c'est en streaming, comme on dit, c'est-à-dire c'est en direct, full direct, oui, parce qu'on est... On est quel jour, Laurent Bonater? On est lundi de On est Pentecôte. lundi, merci, vous m'assistez merveilleusement. On est lundi, J'ai pas mis le micro. Désolé, je ramène le micro devant moi parce que c'est mieux. Donc, on est donc lundi 10 juin, il est un peu plus de 18h10, on est en direct. Et donc également sur la page Facebook de Paris Normandie. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, on adore ça. Alors, Laurent Bonater, vous avez commencé à prendre tout doucement la parole pour me dire quelle date on était. Pour répondre à votre question. Merci. Vous intervenez donc ce soir et on vous en remercie beaucoup comme président de Rouen Normandie Tourisme et Congrès, c'est-à-dire plus simplement l'Office de tourisme. Voilà, exactement. Logique que vous passiez par ce plateau, malgré les agendas chargés, à chaque fois qu'on essaie d'inviter, alors tout le monde dit oui en général, mais dire oui, non mais pas à cette heure-là, pas ce jour-là, etc. C'est un travail de dingue de production. Mais vous êtes là, on vous en remercie. À côté de vous, alors il y a un monsieur à cravate. Qui est le monsieur à cravate? Ils sont nombreux à le connaître, surtout dans les milieux socio-économiques. C'est Vincent Lauda, le président de la CCI. Et vous Rouen Métropole. Rouen Métropole. Voilà. Et donc, si Vincent Lauda a mis sa cravate, c'est parce qu'il va ce soir à une soirée de commandants. C'est bien ça? Alors ce soir, la Chambre de commerce reçoit les commandants qui sont encore dans les bateaux et qu'on reçoit au 8e étage du Vauban ce soir avec Patrick Air. Voilà. Et tout de suite, je demande la webcam, puisque nous sommes au studio 107, sur le plateau 107, et donc juste sur la terrasse du plateau 107, vous voyez, une webcam nous montre que finalement le temps s'améliore, les nuées s'estompent, et vraisemblablement, Vincent Lauda, pour la soirée sur le bateau tout à l'heure, la météo sera bonne, vous voyez, il n'y a plus de parapluie. Et puis, à ma droite, et donc logiquement pour vous à votre gauche, eh bien, ce sont les jeunes, ce sont les étudiants qui viennent au cours de toutes ces émissions nous prêter main forte, faire des petits sujets, nous apporter un peu leurs questions, leur vision des choses. Kitry, levez la main pour qu'on voit qui c'est. C'est moi. Mais c'était pas la peine, vous aurez bien que vous étiez fille. Et puis Antoine. C'est ça. Voilà, Antoine Bonjour. Verven, bonjour. Voilà, on remet la webcam, ça nous donne le moral de voir que après un petit peu de pluie cet après-midi, eh bien, nous avons une météo qui s'améliore. Laurent Bonater, première question tout de suite. Le président de la structure qui amène beaucoup de visiteurs, des Français, des étrangers, qu'est-ce qu'il nous dit en ce soir de 10 juin à 18h15? Alors, le président de l'Office de tourisme est un président heureux. L'Armada commence bien. On a eu tous une crainte, évidemment, vendredi soir avec la vie de tempête qui est vite passée, vite derrière nous. Ouais, c'est terminé. Bon, là, il y a un peu d'ondées. Hier, très peu, un peu plus aujourd'hui. Ça n'a pas l'air de dissuader les gens de venir en masse. Moi, j'attendrai les premiers chiffres pour tirer les premiers bilans. Évidemment, c'est trop tôt pour les connaître. Mais je me suis beaucoup promené ce week-end, à la fois sur la zone Armada, qui était vraiment très, très, très remplie samedi. Et puis, surtout, je suis allé vérifier que l'interface Armada centre-ville se faisait parce que l'Armada, on est tous très heureux de la vivre, mais on a envie aussi qu'il y ait du monde dans notre centre-ville. Et je peux vous dire que hier dimanche, il y avait du monde partout, Alors, y compris dans le merveilleux Lettre Saint-Maclou. Ça, c'est formidable. D'ailleurs, Lettre Saint-Maclou qui a été restaurée. Alors justement, il Ah, n'est on pas... va reparler. On va Parce que reparler, ne alors. disons pas tout. Alors, je dis pas tout. Parce que Laurent Bonater a encore beaucoup de choses à dire. Là, on va vous parler du thème de la marine. Et bien sûr, on va revenir à nos invités tout de suite. Et puis, là, on vous met quelques images. On vous propose quelques images extraits d'hier soir. Vous n'étiez peut-être pas avec nous. On a reçu un homme de la Marine nationale qui avait 37 000 heures de plongée en sous-marin. Et il était oreille d'or. Regardez, petit rappel. Notre invité, qui est avec nous depuis le début de l'émission, c'est le major Frédéric de la Marine nationale. Vous êtes basé à Toulon et vous travaillez au Centre d'interprétation et de reconnaissance acoustique. Alors pourquoi j'ai parlé d'oreille d'or? Parce que c'est une expression très professionnelle. En fait, le major Frédéric va nous raconter son métier et qu'est-ce que c'est que cette notion d'oreille d'or. Voilà. Donc le terme d'oreille d'or, c'est l'appellation grand public du classificateur analyste qui est embarqué à bord des sous-marins et des frégates de la Marine nationale. Notre métier à bord est tout simplement de conseiller le commandant en matière de guerre acoustique. Voilà, on est conseiller privilégié du commandant. Donc très très grosse responsabilité. Donc grosse responsabilité, puisqu'en fait à notre charge on doit dire globalement où sont les ennemis et où sont les amis, pouvoir différencier l'un et l'autre. Sous l'eau. Sous l'eau. Sous l'eau. Juste avant cette émission, avant de rentrer en plateau, on discutait avec le major. Et moi, de manière très, très, très simple, je lui disais, mais ma phobie de
peut-être vous aussi qui nous regardez, vous êtes un certain nombre à ressentir un peu cet effet claustro, d'imaginer de passer 2 mois, 3 mois, un certain nombre de semaines sous le niveau de la mer, enfermé dans cette boîte. Moi, oui, de vous poser la question, peut-être me faire l'interprète de ceux qui nous regardent. Comment on arrive Est-ce qu'on y pense? Est-ce que ça a été naturel la première fois de vous laisser enfermer comme ça? Enfin, c'est pas humain. Eh ben, disons qu'il y a une telle envie au départ que, Ah bon que oui, tout à fait, qu'on n'y pense pas. Et puis on est pris dans le feu de l'action et tout se passe bien. Vous redites-nous le nombre d'heures que vous avez passé en plongée jusqu'à présent. 37 000 heures. 37 000 heures. Vous vous rendez compte? 37 000 heures de plongée, ça fait rêver. Moi, ça me fait peur, hein, je vous l'ai dit. Kitry et Vincent, eh bien, face à Laurent Bonater, vous allez apprendre une chose que nous ne savions pas, c'est que Laurent Bonater, qui a quelques responsabilités à la métropole, nous dit qu'il y a aussi des oreilles d'or. Expliquez-nous, Laurent. Alors à la métropole, effectivement, il y a des collègues qu'on appelle les oreilles d'or. C'est évidemment pas leur classification d'emploi légale, mais c'est comme ça qu'on les appelle. Ils sont au service des eaux et ils sont chargés de détecter les fuites parce que, évidemment, on a un réseau immense qui dessert 71 communes, 500 000 habitants, et si on laisse des fuites partout, on perd beaucoup d'eau et beaucoup d'argent. Donc on passe une partie de notre temps à détecter les fuites et à les réparer, évidemment. Et ces oreilles d'or sont des spécialistes de la détection des fuites. Eh bien, écoutez, moi j'ignorais ça. En tout cas, le major Frédéric de la Marine nationale, s'il nous regarde ce soir, eh bien, lorsqu'il arrive en retraite, il peut toujours passer un coup de fil à la métropole et trouver une seconde carrière, pourquoi pas. Les internautes, oui, les internautes sont très nombreux à nous regarder. Et là, je vais vous étonner. Alors, ils viennent on vient de me donner les provenances, on nous salue de Franqueville, du Havre, d'Évreux, de Fécamp, de Bretagne, c'est un peu plus loin, de Cailly-sur-Eure, je reviens un peu plus près, de Lisieux, le Calvados. Et on nous salue également, messieurs, madame, on nous salue de Buenos Aires, de Buenos Aires. Voilà, et de Charente aussi. Et puis, voilà. Je vais arrêter parce que sinon, je pourrais continuer longtemps. Alors, réaction de nos jeunes animateurs en herbe. Et si là, à ce moment-là du programme, je vous laissais l'animation, vous feriez quoi? Là maintenant. Alors là, il faut réagir. C'est un test, il faut réagir. Oui, ça y est. Imaginons que voilà, je suis pas bien, il faut reprendre le programme. Comment vous faites? Déjà, moi, c'est Antoine et pas Vincent. Non, mais alors c'est Antoine, oui. Antoine, comment vous faites? Vous en faites pas. Alors, vous avez deux invités. Vous avez un président de CCI, vous avez un président d'office de tourisme, entre autres activités pour Laurent Bonater. Comment vous continuez le programme? Moi, tout à l'heure, je pensais à une question. Je repensais à vendredi. Vous pensez que ça a fortement impacté ou pas les chiffres de l'Armada? Alors, en nombre de visiteurs, marginalement, puisque c'est une soirée sur beaucoup de soirées, beaucoup de journées. En chiffre d'affaires commerce, je me retourne plutôt vers Vincent. Je pense que ça a En été termes d'activité, un vendredi. ça doit être quelque chose de très important Ah, parce qu'on se retrouve avec une perte sèche, en fin de compte, pour cette journée de vendredi, pour à peu près 50 bateaux, les traiteurs qui étaient présents, les entreprises qui avaient invité leurs clients et leurs prospects. Donc je pense qu'en effet, oui, ça a été un beau bazar pour tout le monde et un début, bon, on l'a tous vécu difficilement parce qu'en effet, on a mis tellement d'énergie dans la préparation de cette armada que ça commence avec ce temps-là, c'était difficile. Mais en effet, oui, c'était une perte sèche, une journée, 1 sur 10, hein, ça fait presque 10% de leur chiffre d'affaires. Et si je peux compléter d'un mot, il s'est trouvé que, comme beaucoup de Rouennais devant venir sur la zone Armada, j'ai fini en centre-ville et que entre 19h et 20h30, les téléphones de tous les restaurants du centre-ville se sont mis à crépiter et tout le monde a été complet parce que tout le monde s'est rapatrié. Donc il y a eu un effet report. Voilà, Il y a eu un effet rebond sur le centre-ville et c'était une bonne nouvelle. C'est ça le problème aussi avec notre belle Normandie, c'est qu'on peut prévoir un événement, l'organiser, tout faire bien, mais le problème c'est la météo au dernier moment, ça peut un petit peu tout gâcher. Mais c'est vrai que pour m'être baladé un peu en centre-ville, les gens sont dans le centre-ville, viennent quand même et c'est génial. Alors on va reparler de cette grosse problématique. Hier, il y avait énormément de jeunes et même de familles qui étaient dans le centre-ville. Place du Vieux, c'était blindé de monde. Très impressionnant. C'est le travail de relais qui est fait aussi par la Chambre de commerce et l'Office de tourisme, en créant des villages avec les pays, des bateaux qui sont présents. Et en effet, faire le lien entre les quais et le centre-ville, c'est très important pour nous et pour les commerçants du centre-ville. Vincent Lauda, vous parlez de villages thématiques, c'est très bien, ça me permet d'enchaîner avec le point suivant. Pourquoi on vous a repassé quelques extraits, quelques images du Major Frédéric d'hier soir? Tout simplement, c'était pour vous parler de marine. Il y a notamment un village thématique consacré à la marine. Regardez. Eh bien, en fait, je me suis portée volontaire pour participer à l'Armada. J'en avais beaucoup entendu parler. Moi, je viens à la base du sud de la France. Donc, l'Armada de Rouen, ça paraît très loin. C'est à plus de 10 heures de chez moi en temps normal. Et en flottille, donc, ils demandaient des volontaires pour participer à l'Armada qui, je crois, se passe tous les 6 ans à peu près.
Donc c'est vraiment quelque chose de ponctuel. Et donc j'ai été volontaire pour venir ici et je suis ravie parce que c'est vraiment une expérience unique de voir des bâtiments de combat mis à côté de bâtiments civils de voiliers de 3 mois. C'était vraiment émouvant, c'était unique. Oui, j'ai eu la chance hier de visiter la FREM qui est à côté de nous en ce moment. J'ai un collègue qui est sur ce bâtiment, donc nous avons une visite d'1h30. C'est un bateau de pointe, donc un bateau multimission. Et donc c'est très intéressant. Et c'est vrai que même nous n'avons pas forcément l'occasion d'aller souvent sur ces bâtiments, qui sont souvent en mission. C'était la première fois que je montais sur un bâtiment comme celui-ci. J'ai eu la chance de visiter quelques bâtiments donc, dans la marine, mais une FREM, surtout la Bretagne, qui a été armée il n'y a pas très longtemps. C'est vraiment quelque chose d'unique et de génial. Je suis venue à l'Armada avec la flottille 24F. Donc, nous sommes une flottille implantée à Lorient, donc plus précisément sur la base de Llanbiwé. Nous sommes munis de 8 avions comme celui-ci. Donc, nous sommes venus présenter notre flottille et plus particulièrement l'aéronautique navale au grand public, donc au grand public de l'Armada. Nous sommes très contents d'être ici. Pour ma part, c'est ma première Armada. C'est la première fois que j'interagis comme ça avec des gens, des civils, qui viennent me poser des questions sur la marine en général, mais également sur nos avions. Parce que dans la marine, nous avons beaucoup d'avions, dont le Falcon 50, qui principalement fait des missions donc, de sauvetage. Nous avons une alerte en permanence en métropole. Donc nous sommes parés à décoller en 1 heure en heure ouvrable et 2 heures en heure non ouvrable. Laurent Bonnater et Vincent Lauda, si vous aviez dû rentrer dans l'armée et faire une carrière militaire, vous auriez choisi quelle arme ? Moi, j'ai fait ça dans l'armée de terre, donc je ne connais pas tellement les autres armes, mais c'est vrai que la marine, ça fait rêver par rapport aux voyages qui sont faits à travers le monde. C'est vrai qu'en étant fantassin, on va moins loin avec un bateau. Et plus, on voit un petit peu tous les bateaux qui viennent du monde et les différentes cultures, ça doit être très intéressant. Bon, et puis, vous avez été nourri à la voile lorsque vous étiez jeune. Un petit peu. Vous avez fait quoi ? Un peu de planche à voile, un peu de 4-20, voilà. Un peu de planche à voile, un peu de 4-20. Alors vous, Laurent Bonnater, ça aurait été quelle arme ? Moi, plutôt l'armée de l'air, je pense. Je suis plus attiré par les jets. Et j'ai pas beaucoup navigué dans ma vie. Et vous aussi, vous avez pratiqué un peu... Un peu d'optimiste quand j'étais jeune. Et, du coup, et c'est ce qui fait que je suis resté optimiste. Voilà, très bien. On l'avait un petit peu préparé. Hein. Voilà. L'homme qui a commencé par l'optimiste est resté optimiste. Alors, Laurent Bonnater, expliquez-nous cette problématique et comment vous vous y prenez pour essayer justement que le public ne reste pas uniquement sur le terrain de jeu de l'Armada, mais pour que toute la ville vibre aussi aux couleurs de l'Armada. On a vu des Armadas par le passé où le public restait trop souvent et trop nombreux sur le site autour de la Seine. Comment ça se passe cette année ? Alors déjà, c'est pas le cas, puisqu'il y a beaucoup de monde en ville. Il y a déjà, et je veux relayer ce message que font passer la ville, la métropole et l'équipe organisatrice de l'Armada, il faut vraiment dire aux gens de venir rentrer par toutes les entrées, puisqu'il y a des points de saturation, notamment sur la première entrée rive droite, où tout le monde se présente et où des fois il y a des heures d'attente, surtout sur les week-ends, alors que notamment les entrées rive gauche ou celles un peu plus loin, on rentre très facilement, donc il faut se répartir. Vous avez raison de le répéter. Oui, il faut le répéter. Il faut le répéter, on peut rentrer partout, et une fois qu'on est sur le site, et ça c'est très bien fait, une fois qu'on a passé une sécurité, on est dans la zone sécurisée, donc on n'a plus besoin de repasser de sécurité. Alors, du coup, l'interface se fait bien. L'interface se fait d'autant mieux vers le centre-ville que vous savez, on a tous subi des périodes de travaux, mais ces travaux, ils avaient évidemment un but, ils avaient une fin, puisqu'ils sont finis pour les parties qui viennent d'être livrées. Il y aura d'autres travaux qui recommenceront après l'Armada, mais les parties les plus importantes ont été livrées. Et ils avaient notamment ces travaux comme objectif de faciliter les liaisons, ce qu'on appelle en mode doux, c'est-à-dire vélo et piéton, beaucoup de piétons pour l'Armada évidemment, et transport en commun. La T4 déverse un monde fou sur la zone Armada et sur le centre-ville. Et donc aujourd'hui, c'est très facile, moi je l'ai fait plusieurs fois ce week-end, de passer de la zone Armada à la zone centre-ville. Les gens le font très facilement. Et donc, on a la chance d'avoir eu ce week-end beaucoup de monde. Je parlais de l'Être Saint-Maclou, je veux insister là-dessus parce qu'il est ouvert très peu de temps. Ces travaux ne sont pas finis, ils vont reprendre. Et donc là, pendant une semaine, on peut vraiment visiter tranquillement la galerie, voir les travaux en cours. Après, ça refermera un peu, ça sera un peu ouvert en fonction du chantier. Et pendant un an encore, il y aura beaucoup de travaux sur ce lieu merveilleux que les Rouennais aiment beaucoup. Juste avant de passer la parole à Kitry, l'Être Saint-Maclou, allez-y, c'est somptueux. Je me souviens, on avait fait un reportage lorsque les entreprises étaient là, dans les différents corps de métier. Et on a découvert, d'ailleurs, c'était un vrai plaisir de voir tous ces jeunes qui s'engageaient à nouveau dans de belles professions de métiers d'art. L'artisanat on travaille d'art, le bois, on travaille la pierre. C'était un vrai bonheur, Kitry.
Moi, j'allais rebondir sur ce que vous disiez. C'est vrai qu'on a eu 2 jeunes hommes l'autre jour qui sont venus sur le plateau pour nous parler de l'Armada 2019, l'application qui a été développée, qui permet aussi de faire le lien entre les quais et le centre-ville. Et du coup, c'était assez intéressant aussi comme concept parce qu'il y a tellement de monde qui viennent pendant l'Armada qu'effectivement, ça serait saturé si tout le monde venait tout le temps sur les quais. Donc, c'est bien qu'il y ait ce lien entre la ville et les quais. Et puis, c'est très important pour nos partenaires naturels, tant à la CCI qu'à l'Office de tourisme, c'est-à-dire les commerçants, les restaurateurs, les hôteliers aussi, mais c'est une activité différente, mais qui doivent vivre de l'Armada. L'Armada ne doit pas se suffire à elle-même, elle doit nous projeter en termes d'image nationale, internationale, et elle doit insuffler une dynamique commerciale et économique sur le territoire. D'autant plus qu'il y a eu énormément de travaux et que ça a du coup permis aux commerçants qui ont été un peu... Évidemment. Qui en ont un peu souffert. Et ils n'ont pas souffert que des travaux, Ouais. ils ont souffert aussi de faire découvrir notre ville pour qu'ils puissent y revenir. Voilà, il ne faut pas oublier que Rouen a des très beaux monuments. C'est la 2e ville après Paris en termes de nombre de monuments historiques. Donc c'est vrai qu'il y a des musées, des parcours des musées qui sont fantastiques, des églises qui sont magnifiques, la cathédrale et tout ça. Donc il y en a beaucoup qui aiment. Moi, je sais que j'ai parlé avec des Russes la dernière fois en promenant Place du Vieux, ils me disaient qu'ils adoraient Rouen. Alors justement, les Russes, ça nous ramène à la clientèle étrangère. Il y a eu Laurent Bonnater, encore une fois, avec votre poste d'observation et puis vos leviers aussi d'action que vous avez dans ce mandat, mais avec toutes les équipes autour de vous. Il y a eu des baisses ces derniers temps de clientèle étrangère. Asiatique surtout, après les attentats, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors, aujourd'hui, sur l'Armada, comment ça se passe ? Est-ce que les compteurs sont déjà allumés à l'Office de tourisme ? Qui on voit arriver ? Comment ça se passe ? Alors, il y a beaucoup de touristes étrangers. Il y a aussi, il faut être toujours modeste. J'étais chez un célèbre hôtelier hier, on discutait, on faisait un petit point de travail, c'est l'hôtel de Bourteau-Rouge. Il avait des vétérans qui étaient chez lui ce week-end, qui venaient évidemment des plages du débarquement. Ils avaient pris une nuit et ils voulaient visiter Rouen. Ils n'avaient absolument pas identifié l'Armada, ils ne savaient pas que ça existait. Donc il faut toujours rester modeste sur ce qu'on fait, parce que c'est toujours compliqué de faire savoir ce qu'on fait. Mais du coup, ils ont découvert le rassemblement de voiliers et ils ont décidé de prolonger de 2 nuits. Ce qui est évidemment une bonne nouvelle pour tout le monde. Donc il y a évidemment beaucoup d'étrangers qui sont là. Les Asiatiques, c'est pas trop leur sujet. Ils viennent d'habitude tout au long de l'année pour voir l'impressionnisme. Là, ils viennent pas particulièrement pour les bateaux. Le tourisme Armada est un tourisme très important dans un rayon de 100 à 400 km autour de nous. Et donc on voit bien que quand on dit 400, on va chercher l'Europe du Nord, l'Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas. On a beaucoup de groupes qui viennent de ces pays-là. Un tourisme très organisé. Et on entend parler effectivement pas mal de langues du Nord de l'Europe sur la zone. Messieurs, Laurent Bonnater et Vincent Loda, président, je le répète, de la Chambre de commerce et d'industrie. Dans la Chambre de commerce et d'industrie, il y a commerce, ça n'a échappé à personne. Avez-vous, tous ensemble, des objectifs qui ont été fixés pour le territoire en se disant l'Armada devrait nous rapporter, je ne sais pas, tant de millions d'euros, parce qu'il faut faire aussi tourner les territoires, et aurez-vous des moyens d'évaluer après l'événement ? Alors on n'a pas lancé cette étude de retombées économiques comme on a pu le faire dans d'autres manifestations. Je sais qu'RNI, elle, va travailler sur ces retombées par rapport donc au nombre de téléphones qui vont se mettre en synchronisation par rapport au site de l'Armada et par rapport à ces données. La big data, maintenant le numérique, on sait qu'avec ça on fait beaucoup de choses et je sais que RNI va travailler sur ces retombées économiques. On avait fait une étude sur la notoriété de Rouen il y a quelques mois maintenant, et en effet on avait ciblé que l'Armada était un élément phare de la visibilité de Rouen. Ça reste un élément d'attractivité très important. Je vais juste donner quelques éléments. Neoma, qui est notre école d'ingénieurs, qui est l'école de commerce, pardon, on a une autre école qui est une école d'ingénieurs qui est les Sigelec, mais Neoma donc, a fait son étude sur la retombée économique par rapport à son territoire, mais aussi derrière, notre classement de notre école dépend aussi de l'attractivité de notre métropole. Et derrière, on voit bien que Neoma est classé derrière Paris et derrière deux capitales régionales que sont Nantes et Grenoble. Et en effet, l'attractivité fait venir des jeunes et des étudiants dans nos écoles et dans nos centres. On en vient. On est de Neoma. Donc, voilà. Et j'avais une question aussi par rapport à votre clientèle internationale. Je ne sais pas si c'est vous qui vous occupez de ça, mais comment en fait vous communiquez pour avoir une visibilité à l'international, pour faire venir des gens à l'Armada en fait ? Alors sur le tourisme, c'est un métier qui est
bien connu depuis très longtemps. Alors il y a tout un tas d'outils, évidemment le web aide beaucoup maintenant, mais on a aussi des équipes dédiées. Moi dans mon équipe, alors en Henri Tourisme et Congrès, j'ai une personne notamment avec son équipe qui vont régulièrement ce qu'on appelle prospecter des marchés. Donc on choisit, elle était au Canada il n'y a pas longtemps justement pour miser sur l'effet débarquement, mémoire et vieux gréement. On est allé au Brésil aussi il n'y a pas longtemps, donc on fait ça. Et alors il y a quelque chose qui nous a valu beaucoup de notoriété dans le monde entier, c'est quand on a fait, il y a 2 ans, on a gagné l'organisation des Rendez-vous France, c'est-à-dire que tous les tours opérateurs du monde entier sont venus se réunir en France, ils le font une fois par an, et cette fois-là c'était à Rouen, c'était en mars, il faisait un temps splendide, il y avait un soleil. Ils étaient plus de 1000. Ils étaient plus de 1000. Plus de 1000. On avait mis d'ailleurs, puisque notre capacité hôtelière est toujours un peu faible, elle va remonter ces prochaines années, puisqu'il y aura 300 nouvelles chambres chaque année qui vont se créer, mais on manquait d'hôtels 3 et 4 étoiles, donc on a mis 3 bateaux à quai pour les faire dormir, des bateaux de croisière de luxe. Et donc, on est allé chercher aussi les touristes étrangers sur cet aspect-là. Et juste pour compléter ce que dit Vincent, évidemment, l'Office de tourisme et la métropole ont acheté cette application d'un célèbre opérateur de téléphone qu'on ne citera pas pour avoir des chiffres exacts. Pour l'instant, les chiffres sont des chiffres annoncés organisateurs. Là, on aura des chiffres réels de fréquentation chaque jour pour chaque endroit. Vincent Lauda, vous savez, quand je vous regarde, à quoi je pense? Non, ça peut être plein de choses différentes. Vous allez me le dire. Et je vais vous le dire. Je me dis, avec ce beau costume bleu, avec cette cravate, vous auriez 4 galons de commandant, on vous prendrait pour un capitaine. C'est pour ça que je me suis mis, sur mon 31 pour les recevoir ce soir. Il manque juste les galons. Alors on retourne, respiration en image, on retourne sur la Seine, et c'est les bateaux vus de la Seine. C'est un reportage de Dorothée Brimont. Vincent Lauda, vous représentez les commerçants. Moi, j'ai envie de vous poser une question de conjoncture. On sait qu'ils ont été très fortement impactés, on l'a rappelé tout à l'heure, par les travaux d'aménagement de la ville aussi, mais il y a un moment donné, il faut bien y passer. Et puis, disons-le aussi, rappelons-le, l'effet gilet jaune. Là, on espère qu'avec l'Armada, ils vont, entre guillemets, se refaire. Il en est où, le moral des commerçants de centre-ville? Est-ce qu'on a eu des dépôts de bilan? Parce qu'on sait qu'il y en a qui ont peiné. Je me rappelle, à une époque, il y avait des réunions avec le préfet
préfet, l'État aussi en région est venu abonder, a aidé aussi. Des charges sociales ont été différées dans le temps pour réduire, pour alléger les comptes d'exploitation. Ouais, un petit point de conjoncture là-dessus. C'est vrai que c'était une période qui était difficile pour les commerçants, parce qu'en fin de compte, il y a eu le cumul des travaux de la métropole et puis l'effet gilet jaune quand même, où notre artère principale, la rue Jeanne d'Arc, a été impactée pendant 20 semaines, avec des gens qui n'avaient plus de revendications à part faire beaucoup de casse. Et donc derrière, c'est vrai qu'on a quand même 2700 commerçants sur notre zone de Rouen. On a 1500 commerçants qui sont sur la partie intramuros, hein. Et puis derrière, on a quand même 400 commerçants qui sont touchés et une centaine qui sont malheureusement maintenant à la barre du tribunal de commerce. Donc c'est vrai que l'impact a été important. On est là pour les soutenir, on est là pour la ville, comme la métropole, mettre un grand plan derrière pour redynamiser et rattirer le chaland dans le cœur de Rouen. Mais derrière, en effet, on accompagne les commerçants dans la relance de leur activité. Laurent Bonnater. Oui, je ne peux que souscrire à ce que vient de dire Vincent et compléter. Effectivement, il y a un grand plan d'activité là qui est mis en œuvre. On valorise les samedis. L'État vient de donner une somme d'argent conséquente pour cela. On avait anticipé les travaux. C'est vrai que les phases travaux, c'est jamais agréable, c'est de l'activité. Ça, on l'avait anticipé puisqu'on a tenu à peu près les délais. Et puis surtout, on a mis en place des commissions d'indemnisation. C'est-à-dire qu'un commerçant qui est légitimement lésé par des travaux et qui produit les pièces, il est indemnisé à des bonnes hauteurs. Ça, c'est important. Après, il y a l'autre aspect dont vous disiez, l'aspect des manifestations. Ça, c'est sûr que ça a été extrêmement pénible, extrêmement dévalorisant pour le centre-ville, sachant que je crois, et je sais qu'on partage cette conviction, que les centres-villes sont de retour en France et en Europe. Les gens ont envie de retrouver leur centre-ville. Les grandes zones de commerce extérieur, elles existent toujours, mais enfin, elles n'ont pas le vent en poupe en ce moment. Oui. Et les gens ont vraiment envie de retrouver ce commerce de qualité, ces artisans de qualité, ces prestations de qualité, ce service de qualité. Et donc, on a tout pour que nos centres-villes vivent, en adaptant évidemment un peu la présence de la voiture, un peu plus de transport en commun, un peu plus de mode doux. Et notre centre-ville à Rouen, il est tellement agréable et tellement facile à pratiquer maintenant à pied que je pense qu'on va avoir beaucoup de belles années devant nous. Dernière question, messieurs, puisque vous aussi, vous êtes attendus sur les quais ou sur les bateaux. Vincent Lauda, vous avez aussi une autre activité avec toutes les équipes qui vous entourent et puis d'autres partenaires, bien sûr, sur un événement qui s'appelle In Normandie, dont le premier numéro s'est déroulé l'année dernière à Deauville. Exactement. Là, cette année, c'était au Parc des Expositions de Rouen. Dites-nous deux mots de cet événement qui est un petit peu en marge de l'Armada, mais qui signifie beaucoup pour la ville. Ça signifie beaucoup pour nous. Voilà, j'ai réussi à convaincre mes collègues des CCI Normandes de faire cet événement à Rouen. Qu'est-ce que c'est que In Normandie ? Alors, In Normandie, c'est en effet un salon de toutes les solutions numériques et connectées pour les entreprises. Donc, c'est très important. Vous savez que nos entreprises doivent passer au fur et à mesure au numérique pour pouvoir être efficaces dans leur activité. Et en effet, ce passage ne se fait pas de façon naturelle. Et donc, il faut un petit peu pousser notre monde économique et nos entreprises et nos PME dans cette voie-là et proposer des solutions un peu clés en main à travers un petit CES normand, mais à notre taille, c'est quand même quelque chose. CES, c'est par équivalence à celui de Las Vegas. Voilà, c'est ça. On voulait notre CES normand et qu'on a appelé In Normandie pour que, en effet, on a eu 3500 personnes par jour sur 2 jours. On y a couplé avec In Normandie les rendez-vous d'affaires de Normandie, rendez-vous d'affaires B2B, où il y a eu 450 personnes qui sont venues, 275 entreprises, 2500 rendez-vous qualifiés sur une journée. Un grand succès. Voilà, on prend de la taille. C'est vrai que le CID à Deauville, c'était très bien, mais là, au Parc Expo, on a trouvé une autre dimension pour cet événement. On est très content du succès de cette manifestation économique en début de l'Armada. Voilà, et c'est pas si mal finalement que In Normandie se frotte, si je puis dire, dans le calendrier avec l'Armada. C'était un souhait. C'était un souhait en effet de déclencher la visibilité. Et puis après, c'était en début de week-end et on souhaitait après que les chefs d'entreprise passent un peu de temps sur les rives de la Seine et à Rouen. On était donc pour cette première partie de l'émission avec Vincent Lauda, président de la CCI, et puis avec Laurent Bonnater, entre autres activités, missions et mandats, président de Rouen Normandie Tourisme et Congrès. Vous le savez, on vous en parle tous les jours, il y a l'Armada des chefs, c'est entre le hangar 106 et le pont Guillaume le Conquérant.
eh bien, des grands chefs étoilés normands viennent préparer des menus d'exception. Et aujourd'hui, c'était William Boclet de l'Auberge de la Pomme. Ça se trouve dans l'Eure, au Dent. À côté de Côtebec-les-Elbeuf. Voilà, à côté de chez vous. À côté de Pont-de-l'Arche, pour être pas loin plus de exact. Pont-de-l'Arche. Ça doit être une À table côté que de vous fréquentez de Pont-de-l'Arche. temps en temps, non? Ça m'arrive. Voilà. Et William Boclet, en tout cas, est un chef tout à fait sympa. Regardez, c'était ce midi, aujourd'hui même. On commencera par la tomate en déclinaison, plusieurs textures. On a la tomate fraîche, on a une petite tomate cerise qui est rôtie, on a également un petit coulis de green zebra, un sorbet tomate fait par mes soins et on accompagnera ça avec une focaccia thym et romarin. On suivra avec un ceviche de homard de Cherbourg, bien en Normandie, on en est fiers. Le bœuf mariné, normand de surcroît. On aura également les asperges vertes, le ceviche, carottes et fruits de la passion. Et on terminera pour le plat avec lieu jaune de ligne, une émulsion beurre noisette, chair de citron, gélification de capre et embeurré de choux de ma maraîchère. Dessert aux fraises, sablé croustillant aux amandes et crème fouettée chocolat blanc infusé sur un thé vert et sakura qui est une fleur de cerisier japonais. Je travaille comme je travaille d'habitude, c'est-à-dire le ceviche, c'est un produit que je fais à la carte en ce moment chez moi. C'est mon entrée phare actuellement. Et je voulais un poisson parce que je voulais pas mettre de viande, je voulais quelque chose d'assez soft, assez équilibré. Avec les chaleurs accablantes qu'on a en ce moment, il fallait que ce soit plutôt léger. Premièrement parce qu'on m'a invité et ça me fait toujours plaisir. Parce que deuxièmement, chef étoilé de Normandie, on en est très fiers. Et troisièmement, la Normandie, the place to be, c'est en ce moment que ça se passe et c'est chez nous, à Rouen, à Caen, c'est chez nous. L'Armada peut se décliner de 1000 façons différentes. Elle peut se décliner aussi en bande dessinée. Et on accueille notre journaliste spécialisé, pas uniquement, mais il adore la BD. Et il nous propose sur PNTV toutes les semaines un rendez-vous très sympa qui s'appelle la Minute BD, en une minute chrono, Anthony Cadroy. Une minute chrono. Eh bien, vous proposez à un libraire, à un auteur, à un scénariste, un dessinateur, Un libraire. spécifiquement un libraire, de nous faire passer sa passion pour une BD qui sort ou qui ressort. Vous êtes avec un dessinateur et un scénariste et je vous laisse les commandes du navire. Ah ben écoutez, vous allez pouvoir réagir quand même en direct, c'est le principe de cette émission. On est effectivement aujourd'hui avec Julien Hugonin-Berthe et le scénariste Seka. Vous avez eu la gentillesse de venir nous parler de cette BD qui est sortie pour l'Armada, qui s'appelle L'Armada des navires et des hommes. C'est aux éditions Petit à Petit. Je rappelle que Paris-Normandie est partenaire de cette édition spécifique pour l'Armada, avec une petite histoire de Fernand. Julien, Seka, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre travail sur ce titre? Seka, vous avez fait tous les scénarios de toutes les petites histoires qui Voilà, alors je suis assez habitué à travailler avec Petit à Petit, qui aime bien ce format docu-BD, en fait, donc je connais bien ce principe. Donc au début, on travaille beaucoup sur la structure en amont avec la documentariste, qui en l'occurrence s'appelle Béatrice Merdrignac. Voilà, et avec elle, on structure, et avec l'éditeur bien sûr, Petit à Petit, on structure l'album et après, on va chercher les dessinateurs qui vont travailler sur chaque bande dessinée
parce que c'est une bande dessinée collective. Et pour une histoire bien particulière, celle du combat légendaire du renard, on vous a attribué, Julien, le rôle de dessinateur. C'est exact. Et comment J'ai de la vous chance, avez, hein. Ça, c'est vous qui le dites. Peut-être que Julien en a moins, on ne sait pas. Ça dépend. Comment vous avez travaillé? L'Armada est en cours en ce moment. Est-ce que ça a été l'Armada de 2013 a été un point de départ peut-être pour travailler le dessin? C'est compliqué d'ailleurs C'est assez compliqué. Ces bandes dessinées nécessitent quand même beaucoup de recherche documentaire. Il est obligatoire d'être assez juste dans ce qu'on va dessiner, dans ce qu'on va représenter, dans ce qu'on va raconter de toute façon, de façon générale. Et le renard, donc le vaisseau dont l'histoire est racontée dans cette bande dessinée, est un vaisseau assez célèbre. Donc c'était le vaisseau de Surcouf. Surcouf, le Malouin, oui. Voilà, lui-même à ce moment-là, ayant suffisamment gagné d'argent, a décidé d'être armateur et de laisser d'autres personnes naviguer pour lui. Bref, ce bateau étant assez célèbre, j'ai pu trouver des modèles 3D qui m'ont permis vraiment d'être à l'intérieur du bateau, comme si j'étais sur le pont. Vous les avez trouvés où, ces modèles 3D? Sur Internet, sur Internet, tout simplement. D'accord, vous n'aviez pas un modèle, une maquette? Non, il y a des passionnés qui font ça très bien. On peut trouver des passionnés qui font ça, que ce soit pour les bateaux, que ce soit pour les véhicules, de façon générale. Et après, par contre, c'est vrai que je me suis servi de photos que j'avais prises lors de la précédente Armada pour avoir des gros plans, c'est-à-dire que les cordages, comment est-ce qu'ils sont faits, l'usure du bois à certains endroits, ce sont des choses que j'ai pu retrouver grâce à mes photos, ma banque de photos. Parce qu'aussi bien du côté du scénario que du côté du dessin, il y a une volonté d'être plus proche de la réalité tout à fait, historique. Les histoires sont vraiment des histoires historiques, donc on a collé effectivement à ce qui s'est vraiment passé. Et puis, au niveau de la représentation des bateaux, on essaie d'être le plus proche possible. Surtout qu'on sait que les lecteurs sont quelquefois vraiment des spécialistes. Donc, ils vont regarder si les cordages sont bien au bon endroit. Et donc, on doit être assez précis. Et alors, Julien, vous intervenez sur cette BD donc, dans le cadre de l'histoire de Surcouf. Un petit mot peut-être sur ce que vous avez pu feuilleter, Sylvain, parce que je vous ai vu regarder avec attention oui, depuis tout à l'heure. Effectivement, alors je feuillette pour deux raisons. Je feuillette parce que d'abord ça m'intéresse, bien sûr, et puis les dessins sont superbes, et puis vous parlez du scénario, ça a l'air effectivement très documenté. Et puis je feuillette aussi, vous voyez, parce que j'ai une caméra qui est au-dessus, et il faut que je montre bien tout ça, bien cadré, pour nos internautes préférés. Mais pour répondre à votre question, Anthony, je vois que dans la façon dont c'est réalisé, en fait, on voit bien la touche de l'éditeur, petit à petit. Oui. Qui a repris ce principe dans les livres qu'il réalise. Alors ça a commencé par Rouen, après Le Havre, et puis il en fait d'autres. Il y a eu Bruxelles. Je veux dire par là, on mélange la BD, d'une part, avec des apports pédagogiques, historiques, qui permettent à la fois de se divertir, mais aussi d'apprendre. Parce qu'il y a un gros travail de recherche. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu de la personne qui est Béatrice Merdignac, qui a fait ce boulot? Elle vous a fourni beaucoup de documentation Oui, alors moi j'ai la chance effectivement de travailler avec elle qui habite au Havre, donc on a pu effectivement physiquement se voir, ce qui n'est pas toujours facile dans la bande dessinée. Donc on a pu vraiment se rencontrer, avoir des rendez-vous et puis pouvoir travailler ensemble sur la structure et la documentation. Voilà. Et elle, venant aussi de ce monde des marins, connaît très très bien effectivement cet univers. Ouais, du coup, vous vous êtes plongé dans tout ce qu'elle vous a envoyé. Voilà, c'est vraiment elle la spécialiste et moi je suis resté sur mon domaine de scénariste, même si j'ai eu la chance de naviguer en mer avec mon père, mais sinon je ne suis pas non plus un grand spécialiste du monde des bateaux. Et comment vous avez travaillé avec les différents dessinateurs? Est-ce que par exemple Julien, vous êtes intervenu sur le scénario? Est-ce que vous intervenez sur le style du dessinateur à un moment précis? Parce oui, que alors pas la bande de dessinée, effectivement, c'est vraiment un travail d'échange, de collaboration. Donc même si effectivement au début il y a un scénario qui est là avec un découpage très précis, case par case, après il y a un vrai échange avec le dessinateur, chaque dessinateur. Parce que c'est un travail d'étape, donc au niveau du storyboard, au niveau du crayonné, des ancrages. À chaque moment, en fait, on échange pour essayer d'aller vers le haut. Voilà. Oui, par exemple, sur cette histoire, donc c'est une bataille navale, c'est la dernière entre les Français et les Anglais. Il y a un
moment qui se passe pas très bien pour un des héros. Je me suis dit que la case serait plus spectaculaire si on lui laissait plus de place. Donc c'est par exemple, moi je fais une proposition à CK, est-ce que ça te convient comme ça? Qu'est-ce que tu en penses? Et en fait c'est un échange qu'il y a entre nous. Et à chaque étape, il y a des allers-retours par mail, ça me va, pourquoi tu changerais pas ça? Ou bien même au niveau de la couleur par exemple, attention à une couleur d'uniforme par exemple, qu'on va... Pour aller toujours chercher la véracité historique. Oui, Voilà, c'est ça. c'est très important parce que, comme disait CK, on a des lecteurs qui sont connaisseurs ou même s'ils ne connaissent pas précisément tout sur le domaine, ils vont savoir repérer une erreur. Et Un anachronisme. vous avez eu cette expérience-là sur Rouen peut-être Alors Julien, moi-même, ou- j'ai pas travaillé sur cette série en fait, mais Julien. Oui, je l'ai eu sur Rouen, je l'ai eu sur Dieppe. On vous a fait des remarques, il y a des lecteurs qui vous ont envoyé des mails en vous disant attention là... C'est lors de séances de dédicaces où en fait, notamment sur Dieppe, qui parle du débarquement des Canadiens en 42 sur la plage de Dieppe, il y a des écussons qui sont bien précis sur les épaulettes, sur les épaules des uniformes. Bon, je m'étais trompé. Bon, et vous parlez de séances de dédicaces, on rappelle quand même que pendant toute l'Armada, alors vous, mais pas seulement, vous êtes en dédicace. Voilà, Vous pouvez donc nous en dire on un peu est plus sur effectivement le stand de Paris-Normandie pour dédicacer nos albums, donc la version souple de l'album. Cette version, Voilà, qui, je donc rappelle, tous est les à jours, 4,90. il y aura des auteurs qui seront là effectivement pour rencontrer les visiteurs de l'Armada, voilà, et puis donc faire une dédicace, donc un dessin, voilà. Donc il y a 2 éditions, comme je le précisais en préambule. Cette version donc spécifique pour l'Armada, qui est donc une version souple et une version un peu plus collector, celle que vous avez, Sylvain. Oui, tout à fait. Et puis, vous voyez, Anthony, pour poursuivre effectivement la réponse que je faisais à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, on apprend beaucoup de choses sur les bateaux militaires, encore une fois, en même temps qu'il y a évidemment énormément de BD. Et d'ailleurs, ça me fait repenser, Kitry, à une émission précédente où un internaute nous questionnait sur les bateaux gris. Il nous disait, mais pourquoi on les appelle les bateaux gris, ces bateaux militaires? Eh bien, vous voyez, c'est pédagogique. Vous le dites, les bateaux militaires sont peints pour être le moins visibles aux observateurs. Ainsi, les navires de surface sont peints en divers teintes de gris selon leur zone d'intervention pour se confondre avec l'horizon. Voilà, on apprend aussi beaucoup de choses dans vos BD, messieurs. Tout à fait. Merci beaucoup, Julien. Merci CK d'être venu sur le plateau du Grand Direct de PNTV. Et puis vous, Anthony Quindroy, on vous retrouve. Là, pour l'instant, les productions sont un peu stoppées parce qu'il y a beaucoup de productions pour l'Armada, mais on vous retrouve à partir du 16 sur la Minute BD. Juste après l'Armada, on repart à la rencontre de nos libraires normands pour parler BD. Il y a une production qui est tellement riche et tellement de choses. Et puis vous avez beaucoup de fans qui vous suivent parce que effectivement, c'est un secteur qui intéresse énormément de monde. Et puis votre format, je le redis, la Minute BD, il est assez vif, assez accrocheur et très sympa. On repart en images parce que vous, les internautes, vous nous demandez beaucoup d'images. Regardez, c'est la visite d'un bateau, comme on en fait régulièrement tout au long de cette Armada, dans les 12 heures directes et dans les 18 heures directes. C'est un bateau qui s'appelle Le Français. Il est à quai actuellement à l'Armada Rouen 2019. Pour ce que j'en connais, le Français, c'est ce qu'on appelle un Baltic Trader, c'est-à-dire c'est un bateau de la mer Baltique construit au Danemark en 1948, donc il y a 70 ans. C'était un bateau à l'origine de transport essentiellement pour les mers du Nord. Donc c'est un bateau qui appartenait au départ à une compagnie groenlandaise et qui amenait au Groenland toute marchandise nécessaire au développement des villages, que ce soit des matériaux de construction, des animaux vivants, et qui revenaient du Groenland par l'Islande, les Féroé, les Shetland, les Orcades, l'Écosse, etc., avec des fourrures et essentiellement du poisson salé. Alors ce bateau, il a connu plusieurs vies au départ, donc bateau de transport, gréé en ketch, c'est-à-dire à 2 mâts. Il a été racheté en 1983 par les Anglais qui l'ont transformé en 3 mâts et qui l'ont remis en état et qui ont fait beaucoup de cinéma avec. Donc il a une carrière cinématographique, c'est un bateau qui a tourné dans une 12aine de films. Et aujourd'hui, nous l'avons racheté donc, aux Anglais l'année dernière et c'est aujourd'hui un bateau qui
qui fait de l'événementiel, qui fait des sorties à la journée avec des 80 passagers. Et puis également des cocktails à bord, des événements, des dîners, des conférences dans la cale qui peut accueillir jusqu'à 70 personnes. Moi je suis capitaine dans la marine marchande à l'origine. Je suis à la retraite depuis 2 ans. Et quand on m'a proposé de reprendre le commandement du Français, je ne me suis pas fait prier parce que c'est évidemment des bateaux exceptionnels. Et donc je suis très heureux moi d'être capitaine de ce bateau. Ça me permet de reprendre la mer, de naviguer avec des jeunes, etc. Donc j'adore. Et en plus c'est vrai que ce genre de bateau a besoin de marins quand même expérimentés. Je dirais que j'ai que des bons souvenirs. Si je vais parler d'un souvenir un peu plus peut-être stressant que les autres, c'est au départ, on avait une visite des affaires maritimes de Saint-Malo pour une première sortie, donc ils voulaient assister à la manœuvre pour s'assurer que l'équipage était en état de prendre ce bateau. Et en fait, au moment où on a voulu appareiller du quai, on n'avait pas d'hélice, c'est-à-dire que l'hélice n'entraînait pas le bateau. Et on a mis à peu près 10 minutes pour trouver pourquoi. Et évidemment, devant les inspecteurs des affaires maritimes, c'était un peu moyen, mais après on a trouvé, on a compris et tout allait bien. Le meilleur souvenir, c'est probablement pour l'instant la semaine du golfe du Morbihan, où là on ouvrait la parade, la grande parade du samedi, et où on était suivi par 3000 bateaux à peu près. Ça, c'était quand même un grand moment, alors quand même un petit peu stressant parce que le golfe du Morbihan c'est pas particulièrement adapté à ce genre de bateau, mais en même temps ouvrir la parade c'était un véritable honneur. C'était un reportage de Dorothée Brimont et on va essayer de vous proposer de plus en plus d'images parce que vous nous en demandez, vous nous félicitez d'ailleurs de vous en passer, tant mieux, merci à vous, mais on va vous en proposer de plus en plus. Cette Armada 2019, nouvelle à bien des titres par rapport à celle de 2013, elle l'est aussi dans la façon de communiquer pour l'organisation elle-même, l'association de l'Armada, et bien sûr c'est le numérique, le digital et les réseaux sociaux aujourd'hui, qui font que l'événement communique, mais aussi qui fait que tout un tas de catégories de personnes peuvent recevoir d'une manière beaucoup plus forte et peuvent évidemment interagir. Et regardez, tout à l'heure, on nous disait bonjour de Buenos Aires. Hein. On a un internaute, alors je ne veux pas dire un internaute à Buenos Aires qui suit notre programme. C'est sympa. Donc on a réuni, et très sympa de venir nous voir, 3 des community managers, c'est-à-dire tous ceux qui s'occupent des réseaux sociaux à l'association de l'Armada. On a Clotilde Duretz, bonjour Clotilde, bonjour. Nicolas Lemarchand, bonjour Nicolas, et Camille Rouzet, bonjour Camille. Alors, je vous laisse la parole. Kitry, vous pouvez intervenir aussi, puisque les réseaux sociaux, c'est de votre âge. Bah oui. Bien sûr, je vous rassure, c'est du mien aussi, hein, évidemment. Mais, allez. La parole est libre. Expliquez-nous tout ce qu'on doit savoir sur ces personnes que vous êtes qui, dans les locaux de l'Armada, travaillent sur les réseaux sociaux. Très bien, alors bonjour, écoutez, on est effectivement très heureux d'être sur le plateau aujourd'hui. Alors les réseaux sociaux de l'Armada, c'est une aventure qui a démarré il y a déjà à peu près 1 an, puisque Laurent Bonneter en parlait tout à l'heure, par exemple, on avait comme première mission de faire venir et de faire connaître l'événement. Voilà, et les réseaux sociaux aujourd'hui, comme vous le disiez justement, c'est dans le monde entier, donc l'idée c'était de faire parler de l'Armada, de préparer l'événement auprès du plus grand nombre. Donc on a commencé il y a à peu près 1 an. En septembre, on a remis un peu plus on a refait vivre les précédentes Armadas. Et puis, vers le mois de novembre, au début, j'avais commencé tout seul et je me suis rendu compte que ça allait être vraiment un gros événement et que tout seul, je ne pouvais pas y arriver. Donc, j'ai fait appel à plusieurs personnes, donc Clotilde et Camille, pour nous rejoindre et aussi d'autres personnes. Et depuis décembre, en fait, on est une équipe de 4 community managers, donc, ou animateurs des réseaux sociaux, on peut dire. Ouais, merci de le traduire en français. Voilà, animateurs des réseaux sociaux. Et donc, voilà, donc c'est une belle aventure. Alors, Nicolas, je vous coupe juste un instant parce qu'on essaie d'être le plus en phase avec les internautes. C'est pas à vous qu'on va expliquer ça. Vous trouvez ça naturel. Merci à vous de nous suivre. Eh bien, Karine, vous nous regardez en ce moment. Et Karine, vous nous demandez si on peut monter sur les voiliers. Oui, bien sûr, on peut monter sur les voiliers. Je vous en rappelle les horaires. C'est tous les jours entre 10h et 17h. Et je vous rappelle que c'est gratuit. Voilà pour Karine. Je vous laisse continuer.
Ça tombe bien parce que c'est typiquement le genre de choses qu'on fait au quotidien, c'est de répondre à toutes ces questions. Elles sont très variées, ça va de la météo de l'après-midi à justement les horaires, les navires présents. Donc ce que vous faites là, justement, ça illustre bien ce que nous on fait au quotidien. On essaie de compter. Sur Facebook, par exemple, on est à 100 voire 150 questions par jour. Ah oui. En privé, plus. Et alors vous répondez à toutes les questions? Oui, tout Et à vous fait. êtes que tous les 3 dessus? On est 4. Oui, 4 community managers. Voilà, exactement. Mais oui, c'est un vrai travail de titan. C'est souvent d'ailleurs les mêmes questions, donc finalement à la fin on est un peu rodé. Oui, parce que chacun vient au moment où ça l'arrange, Bien au sûr, moment tout à où il fait. a besoin de la réponse. Mais ça, on a cette exactement. nécessité d'être réactif, effectivement, de répondre le plus rapidement possible sur des questions pratiques. Alors j'imagine aussi que vous poussez de l'information aussi vers les internautes en anticipant les questions qui pourraient se Tout à poser. fait. Oui, voilà, c'est ça. On a eu une méthodologie de travail, si je puis dire, dès le début, où on s'est fait des éléments de langage, on a été rodé par rapport à ça. La modération, c'est à peu près 50% de notre temps, je pense qu'on peut dire, par rapport au travail qu'on réalise sur les réseaux sociaux. On a Instagram, Facebook, YouTube, on a mis des vidéos récemment. On essaye d'alimenter un maximum avec du contenu en direct. On a commencé à faire des directs sur les événements qu'on peut avoir. On essaye d'être toujours au feu de l'action, quoi. Alors, je vous propose qu'on continue cette discussion juste après, à nouveau des images pour vous. Vous allez voir que les personnes atteintes de handicap et les personnes à mobilité réduite ne sont pas oubliées quand on parle de l'Armada 2019. Nous sommes sur le bac de Diepdal qui a été mis à notre disposition pour les personnes à mobilité réduite par le département de Seine-Maritime. Cette initiative en réalité est une coordination justement entre le département et la coordination Handicap Normandie. Donc ça existe déjà depuis plusieurs, années, mais surtout depuis plusieurs armadas, cette coopération entre ces deux entités. On commence par la rive sud de la Seine et on revient par la rive droite pour terminer, en beauté. En semaine, il y a un trajet, un voyage le matin, un voyage l'après-midi, parce que le reste du temps, ça sert pour les personnes qui prennent le bac pour aller travailler tout simplement. Et pendant les week-ends, il y a un voyage le matin et 2 voyages dans le courant de l'après-midi. Et donc ces voyages sont organisés avec des associations, des EHPAD ou toute autre forme de personnes qui s'occupent d'aider des personnes handicapées, quelle que soit la forme de handicap. Ça s'est bien passé le trajet, on a vu tous les beaux bateaux de l'Armada. L'Hermione et le bateau militaire, le dernier bateau militaire qu'on a vu, on l'a vu tout à l'heure là. Merci beaucoup à Xavier Duclos qui nous propose ces images à nouveau. Je veux vraiment les remercier parce que vous ne les voyez pas, mais nous avons 5 journalistes reporters d'images, dont certains d'ailleurs sont très jeunes. La moyenne d'âge elle doit être aux alentours de 22-23 ans, et qui arpentent les quais, et vous voyez, qui embarquent aussi pour vous proposer tous les jours, à midi et à 18h, toutes ces images. Je rappelle, si vous nous rejoignez maintenant, que nous vous proposons ce programme spécial Armada, 2h30 de programme par jour, en 2 fois, midi et 18h, à la fois sur le site internet de Paris Normandie. Paris Normandie, c'est simple, hop, et vous cliquez, et il y a un player sur la page d'accueil du site, et un petit clic encore, et vous êtes en direct avec nous. Et puis sur Facebook, évidemment, la page de Paris Normandie. J'en profite pour vous rappeler qu'il existe une application, vous voyez, là, elle est détaillée dans le programme de l'Armada,
un programme très complet qui fait 136 pages. Et cette Armada, cette application, elle s'appelle Application Armada 2019. Vous la téléchargez sur les bons stores, comme on dit. Et puis, elle est très simple. Et puis, elle vous donne plein d'infos. Elle est de toute façon alimentée par les gens qui sont là, qui sont au niveau du sourcing de l'affaire. Alors, la question qu'on a envie de vous poser aussi, c'est, on est lundi, l'Armada est commencée depuis mercredi. Qu'est-ce qui remonte le plus? Comment réagissent les internautes en dehors des questions très concrètes et pratiques qu'ils vous posent pour aller visiter le site? De quoi parle-t-il? Qu'est-ce qui les étonne? Qu'est-ce qui les surprend? Je ne veux pas dire qu'est-ce qui les révolte, parce qu'il ne doit pas y avoir grand-chose par rapport à d'habitude. Mais dites-nous, je ne sais pas, les uns les autres. On peut dire que le public est au rendez-vous. On parle un petit peu de la météo, mais on se rend bien compte que les visiteurs sont là. Sur les réseaux aussi, la plupart du temps, alors parce qu'on fait effectivement, on répond à ce côté pratique, mais on fait aussi publier des belles images, autant sur Instagram que sur Facebook. On essaye de faire des directs, de faire vivre des moments que tout le monde ne peut pas voir. On parlait tout à l'heure, par exemple, l'arrivée de l'Hermione, le chant des marins de l'Hermione. Tout le monde n'était pas à ce moment-là en face de l'Hermione. Et c'est une vidéo qu'on a faite en direct sur Facebook et qui a rassemblé le plus grand nombre de visiteurs à ce moment-là sur la page Facebook de l'Armada. Donc les gens sont au rendez-vous, on a beaucoup de commentaires positifs, c'est de très belles images, merci de nous faire vivre ça, etc. Voilà, on a vraiment les deux côtés. Peut-être tu peux parler sur Instagram un petit peu aussi du retour qu'on peut avoir. Oui, alors Instagram, c'est surtout des photos? Oui, alors Instagram, il y a surtout un aspect visuel donc, qui est qui est central, donc qui fait partie de notre travail parce qu'on a des prises de vue à longueur de journée, donc on prend un maximum de photos, de vidéos. C'est vrai qu'on a commencé les directs et tout de suite les gens ont été friands de ça, de ce qu'on leur proposait, et ils nous ont tout de suite remerciés, ils nous ont dit merci de nous faire partager ça parce qu'on n'est pas forcément sur place, on est au travail. Donc voilà, on vous remercie pour ça. Après, la partie visuelle, on essaye de faire une grille donc, de photos qui plaît et qui permet aussi d'illustrer correctement la façon dont on vit l'Armada nous et la façon dont les visiteurs vivent l'Armada eux-mêmes en fait. Camille Rouzet. Oui. Si vous avez des éléments de complément bien à apporter. sûr. Alors moi j'ai la casquette, on va dire, Twitter dans l'équipe. Il y a aussi c'est l'occasion de récupérer les flux des médias nationaux et pour certains étrangers, donc c'est intéressant de voir la visibilité. Sur Twitter, c'est beaucoup plus intéressant de le capter. On a pas mal de retours positifs, de personnes qui remercient l'association, les bénévoles aussi, parce qu'on est 400 bénévoles dans l'association. Donc on a des bons retours, c'est ce qui nous donne un petit peu tout au long de la journée. C'est tous ces Est-ce que les internautes se sont exprimés sur la difficulté par moment d'accéder au site à cause des files d'attente? Alors bien sûr, la rançon du succès, notamment hier, dimanche, et puis avant-hier, samedi, nous on faisait ce qu'on pouvait pour leur dire venez rive gauche. Là on connaît une entrée où il n'y a personne et où ça rentre direct, mais bon, c'est pas non plus évident, tout le monde ne nous regarde pas aussi. Il y a eu des retours là-dessus? Oui, alors ça nous permet de poster ce type de message, effectivement, sur les journées de samedi-dimanche qui ont connu beaucoup d'affluence. Dès qu'on a le go du PC Organisation, on peut passer des messages en expliquant de peut-être... On remet la webcam, peut-être. De peut-être privilégier une autre entrée que celle qui est un peu trop où il y a beaucoup d'affluence. Donc ça nous permet d'être réactifs. Les réseaux sociaux permettent effectivement d'avoir cette réactivité assez rapide. Très bien, écoutez, tout ça c'est intéressant. Est-ce que vous avez des objectifs particuliers pour la semaine, là, en termes de, je sais pas moi, en termes de contacts générés? J'avais demandé aussi création de contenu. Est-ce que vous êtes plus sur de la vidéo, par exemple sur Instagram, vous êtes plus sur de la vidéo, de la photo, des interviews? On essaie vraiment de faire tous les supports possibles pour pouvoir capter justement les publics différents. Les 3 réseaux, ils permettent de capter des cibles différentes. Donc on a des créations de contenu de différents types, écrits, photos, vidéos. Et vous avez des petites mains un petit peu qui vont faire, ou c'est toujours vous qui faites tout ce travail? Alors il y a des montages vidéo qui sont faits par des professionnels, on ne peut pas prendre cette partie-là, mais toutes les photos, c'est nous qui y allons, voilà, on est au contact aussi de l'événement. Voilà, écoutez, ces 3 jeunes gens, ce sont ceux qui font vivre l'Armada 2019 sur les réseaux sociaux, et puis aujourd'hui, on ne peut pas bien s'en passer, bien sûr. Camille Rouzet, Nicolas Lemarchand, et puis Clotilde Duretz, bravo à vous, et on vous laisse retourner à vos ordinateurs, et vous devez passer beaucoup de temps sur les ordinateurs.
dit. Peut-être pas assez sur les quais de l'Armada, d'ailleurs, à mon avis. Mais bon, peut-être qu'on vous laisse un peu aller de temps en temps et puis vous pouvez faire des roulements. Très bien. Eh bien, on sait aussi que l'Armada 2019, bien sûr, c'est centré sur les bateaux, sur les quais, mais en marchant un tout petit peu vers le centre-ville, on peut découvrir des merveilles, surtout si vous n'êtes pas du coin, si vous êtes visiteur d'un autre territoire. Il y a par exemple le Palais de Justice et on le retrouve avec notre consultant Guy Pessiot qu'on retrouvera demain sur le plateau. Regardez. Nous sommes devant le Palais de Justice, ancien Parlement de Normandie, qui est un édifice récemment d'ailleurs reconstruit parce qu'il avait été fort abîmé pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est un édifice intéressant, on ne le visite pas. On peut éventuellement rentrer dans une des salles, la salle du procureur, mais en principe on n'entre pas. C'est un témoin de la Renaissance à Rouen. Et la Renaissance à Rouen est un peu particulière parce que nous avons à la fois l'influence italienne de la Renaissance et également la fin du gothique, et la fin du gothique qui s'appelle à Rouen le gothique flamboyant. Donc nous avons là cet édifice qui a été édifié sur l'extrême fin du XVe siècle et qui a été ouvert en 1499 et puis transformé donc en Parlement en 1515 par François Ier. Et nous avons là donc une architecture intéressante avec bien sûr des constructions qui s'étalent sur plusieurs siècles. On a commencé par ici vers l'ouest par la salle des procureurs, salle des pas perdus avec son grand toit en voûte de carène de navire, et puis au milieu la salle actuelle des Assises qui est l'ancienne chambre la grande chambre du Parlement de Normandie, et on a terminé par l'aile qui est ici vers l'est, qui abrite aujourd'hui la cour d'appel et qui donc elle date du milieu du 19e. Quand je dis que le Palais de Justice ne se visite pas, on pourra visiter, mais ce sera seulement en septembre parce qu'il y a des travaux en ce moment de mise en valeur, de restauration. Nous avons trouvé en 1976, sous la cour du palais, car nous sommes dans l'ancien quartier juif, ici, un monument avec des graffitis. Et donc ce monument qu'on appelle la Maison Sublime va être réouverte au public avec une histoire des Juifs à Rouen, mais ce sera seulement en septembre prochain, l'ouverture. N'hésitez pas à quitter les quais quelques instants dans la journée au cours de votre balade sur l'Armada pour, si vous ne les connaissez pas, découvrir tous ces joyaux rouennais, d'autant plus que dans l'hypercentre de Rouen, les aménagements urbains ont été admirablement refaits, notamment du côté du musée Sec des Tournelles, du musée des Beaux-Arts. Tout est devenu zone piétonne et vous verrez, c'est très agréable à parcourir. La webcam se représente. On voit le site à l'instant où on se parle, en ce lundi 10 juin. Il est bientôt 19h15. Et vous voyez, on nous avait promis le soleil. Alors, la nuée menaçante n'est plus là, mais le soleil n'est pas encore tout à fait au rendez-vous. Allez, on est optimiste. Louison Villers, gestionnaire de production PNTV, vient de nous rejoindre. Elle va nous donner les invités et les sujets de demain 12h. Et puis, les jeunes. C'est à vous, les jeunes, pour votre sujet du jour. J'ai testé. Allez, on vous écoute. Aujourd'hui, on est allé tester pour vous la nourriture régionale de l'Armada, c'est-à-dire... Bonne idée. Donc là, on est allé manger, clairement. Vous faites un boulot difficile hein? C'est compliqué. Au quotidien, c'est compliqué. Ouais. Allez, on regarde votre sujet ? Ouais. Allez, c'est parti. Vous venez goûter ?
C'est bon. C'est top. Je vous en prie. Donc, en fait, là, un vrai Kunaman qui est comme il a été inventé il y a un siècle passé. Ça, c'est avec moi. C'est quoi la recette du coup? C'est du spontané, hein. On va sur les quais, on filme et puis on trouve comme ça des thèmes. C'est facile d'aller comme ça voir les commerçants puis de leur dire écoutez, on fait un sujet pour PNTV, on veut manger et voir. Du coup, c'était un peu donnant-donnant, quoi. Oui. Nous, on profite de la nourriture, puis on fait un sujet pour eux, donc c'est assez sympa. Oui, absolument. Et puis on va aller voir. Bon, là, on a mal choisi notre horaire parce qu'on y allait à midi, donc au moment Ils du étaient un peu rush, débordés. ouais. Chez les Corses, c'était un petit peu chaud. Ouais, ils nous ont dit allez, ils nous ont dit dépêchez-vous, tiens, morceau de saucisson, puis tu peux y aller, quoi. Ouais. Mais, Mais super bon. On a pu échanger avec un Breton qui nous a parlé donc, du Queen que lui, il adorait, que voilà. que lui, c'était 100% du terroir, Voilà. avec, pas la transformation. Voilà, et nous, on voulait promouvoir un petit peu aussi le local, le français, régional. Et il y a énormément de stands à l'Armada. On fera un autre sujet aussi sur l'international. Parce qu'il y a plein de stands aussi internationaux. Et voilà, et on est allé aussi voir le stand basque. Alors le stand basque, ils nous ont super bien servi. Hein. Ils nous ont fait des barquettes, des mais super bonnes barquettes, énormes. C'était généreux, quoi. Voilà, avec de la Shoah, de la pipérade. Enfin voilà, moi j'adore. Eh ben général, j'allais dire général. Non, c'était je pensais aux militaires. Hein, non, génial, c'est ce que je voulais dire. Génial. Elle s'appelle Kitry, il s'appelle Antoine, et puis ils n'avaient jamais fait ça. Hein, on leur a proposé. Allez, vous filmez, vous venez en plateau et vous nous donnez un peu de votre regard de l'Armada. Regardons ce qu'il y a dans la Gazette de demain. Je le rappelle, j'en ai plus là à côté de moi. La Gazette, c'est ce supplément. Ah ben voilà, très très bien, Louison, merci. La Gazette, c'est ce supplément complètement consacré à l'Armada que Paris-Normandie vous propose chaque jour avec des photos, des visites privées de bateaux aussi. C'est-à-dire que vous découvrirez des informations que vous n'avez pas forcément par ailleurs. Voilà, donc qu'y a-t-il dans la Gazette demain? Regardez, on a posé la question à un journaliste de Paris-Normandie. Demain, dans la Gazette de l'Armada, mardi, vous aurez le plaisir de retrouver notamment un sujet sur les drones. C'est la première édition de l'Armada où les drones sont autorisés à filmer, qui nous offre des images assez incroyables. On a rencontré 2 pilotes de drones pour vous raconter les coulisses. On a également le reportage d'un membre de l'équipage qui est allé manger avec des marins accueillis dans une famille d'accueil Rive Gauche. Une famille d'accueil qui reçoit pour les repas plusieurs marins de différentes nationalités tous les ans, enfin toutes les éditions. Et également un sujet sur une visite interdite, une visite privée du Santa Maria Manuela, bateau portugais, ancien fleuron de la pêche à la morue au large des eaux canadiennes. Beaucoup de choses donc demain dans la Gazette éditée par Paris-Normandie. J'ai envie de l'appeler un incontournable pour vivre l'Armada à fond. Et puis on termine avec Louison Villers, gestionnaire de production de PNTV. Louison, qu'y a-t-il demain midi dans le programme? Alors, le programme de demain, si je vous dis Belém, vous connaissez. Ah oui, Belém. Parce que je vais me dire, Belém, je t'aime. Exactement. Donc demain, on aura le plaisir de voir le commandant JB sur ici le plateau. Exactement. Bon, le commandant du Belém, Ici. super. Il y aura Guy Pessiot, notre référent, bien évidemment. Hervé Colosio, qui nous parlera des drones. Ah oui, Hervé Colosio, qui, si vous me permettez, Louison, qui est le pilote de drone officiel de France Télévisions. Il sera sur le plateau avec nous. On a aussi le PDG de Studio Sport, donc Alexandre Mopas, ou Mopa, je ne sais pas, Mopa, qui nous parlera aussi des drones. Le plus gros vendeur de drones professionnels en France. Et Patrice Béguet, le directeur communication, de la communication de BPI France. Pardon. Vous y arrivez, Louison, pas de problème. Oui, parce que BPI France, la Banque Publique d'Investissement, eh bien, pendant tout l'été, va faire un tour des plages pour promouvoir l'industrie française. Ça s'appelle French Fab Tour. Ça vous paraît un petit peu loin de l'Armada, mais vous verrez, ça ne manque pas d'intérêt. Merci Kitry, merci Antoine, merci Louison, merci à tous ceux qui préparent cette émission. Et puis surtout, merci à vous de la regarder à demain à midi.